Comment investir dans l'immobilier en France et pourquoi pas ailleurs dans le monde. C'est le club de la presse IMO comme chaque mercredi. Aujourd'hui, Olivier Marin et Éric Tréguier avec Marie, bien sûr. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Éric Tréguier, Challenge et Olivier Marin, rédacteur en chef d'Explorimo Le Figaro. Bon, Marie le disait, Paris reste l'une des villes les plus chères au monde. Pour que les prix baissent, il faudrait que l'offre soit plus importante. Et justement, c'est la priorité du gouvernement, relancer la construction. Oui, Est-ce que ça marche, Olivier ? Pour l'instant, pas encore. Il y a des pistes, en fait. Évidemment, le chantier numéro 1, la priorité numéro 1 du gouvernement, qu'il a d'ailleurs répété encore la semaine dernière, c'est vraiment la relance de la construction. Et là-dessus, on a des choses un peu différentes. On a tout d'abord le son de cloche des promoteurs qui nous annoncent que le logement neuf redémarre, et c'est vrai que c'est boosté grâce aux investisseurs, mais pas encore par les primo-accédants. Et puis d'un autre côté, la Fédération française du bâtiment qui donne des chiffres plutôt inquiétants et qui dit qu'en fait la crise est beaucoup plus durable. Il y a quelques jours, donc on a appris, défaillance des entreprises du bâtiment, 44 000 emplois en moins au premier semestre 2014 par rapport au premier semestre 2014. Perspective de 334 000 logements neufs cette année. On était à 355 000 en 2014. Mais voilà, il y a quand même de l'espoir pour l'année prochaine puisque les achats sur plan d'aujourd'hui, ce sont les mises en chantier de demain. Les ventes sont en hausse, 20% chez les promoteurs. Les investisseurs, ça cartonne littéralement grâce au Pinel, plus 66% sur un an. Et puis donc on attend cette relance de la construction. Et la FFB, elle donne plusieurs pistes assez intéressantes. Tout d'abord, elle demande à élargir le prêt à taux zéro en relevant le plafond de ressources parce qu'on a vraiment besoin des primo-accédants. Et puis la deuxième, c'est de donner du travail aux entreprises, du bâtiment, et ça concerne les travaux de rénovation. Ça marche pas très fort. La FFB, elle propose d'étendre le crédit d'impôt transition énergétique aux résidences secondaires pendant 1 an. Mais là, en fait, où là tout le monde est d'accord, il y a un grave problème, on va sans doute en parler avec Éric, c'est sur le foncier. Pour construire, il faut des terrains et il y a un véritable, à la fois, il y a des scandales en France, il y a un manque de transparence, il y a des marchés qui sont vraiment très limites. Les coûts des terrains, ils ont quasiment triplé en l'espace de 10 ans. Il faudrait que l'on ait une publication des données sur les prix moyens des terrains commune par commune. Le ministère des Finances le détient pour des raisons fiscales. On attend et on aimerait bien que ce soit public. Oui. Olivier, moi, si je peux me permettre, quand même, ils sont sur une procédure de vente du foncier public. Là, je parle du foncier public avec des décotes très sérieuses. On nous dit même qu'il y aura une vente d'ici la fin de l'année, 100% de décote. C'est quand même... Oui, mais alors il y en aura pas beaucoup. Ça, c'est le travail mené par Thierry Repentin. On espère qu'il y en ait quand même beaucoup plus. C'est vrai que sur certains endroits, heureusement, on peut dire qu'il y a quand même une initiative publique. Absolument. Sauf qu'on est un petit peu dans une économie de bisounours, là, parce que ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on va forcer des ministères auxquels on dit, on va réduire... Il faut se serrer la ceinture. Voilà, et vous allez essayer de trouver des ressources par vous-même. On va leur dire, vous allez nous donner des terrains que vous allez nous vendre avec une décote, pas au prix du marché, et tout va se passer de cette façon-là. Donc forcément, quand on est un ministère, on garde son terrain, on le donne surtout pas à l'État, et c'était ce qui est en train de se passer. Le gouvernement a détecté un certain nombre de terrains qui sont disponibles, et on voit très bien que les affaires ne sortent pas. Ça fait exactement 3 ans maintenant qu'on en parle, et aujourd'hui, il y a moins d'une trentaine de terrains qui sont effectivement en processus de vente. Plus, si l'on ajoute tous les terrains bloqués avec les changements de couleur politique, avec les municipales aussi, où il y a énormément aussi de problèmes à ce niveau-là. Rien que sur le logement social, par exemple, les nouveaux maires, le changement de municipalité a fait qu'il y a eu 20 000 logements qui ont été bloqués par les interruptions de chantier qu'ont demandé des maires sur des programmes en cours. Mais ça aussi, ça sera un dossier, je crois, qui nous attend avant la fin de l'année, justement sur l'application de la loi SRU. Et là aussi, on pourrait enfin prendre des sanctions pour les maires qui ne respectent pas les contraintes de la loi SRU. Donc on peut pas dire, très honnêtement, on peut pas dire que les choses sont pas en train de bouger ces derniers temps. Oui, mais ou en tout cas ces prochains temps. C'est très lent. On est frustré parce qu'on a besoin de relancer la construction en France et c'est par ça aussi que passera une baisse des prix, notamment en Ile-de-France. Éric, vous souhaitez cette semaine pousser un coup de gueule sur l'attribution des logements sociaux. Si les logements sociaux aussi étaient mieux gérés, on aurait peut-être moins de tensions locatives. C'est vrai, il y a un rapport de la Cour des comptes tout récent qui montre qu'il y a des graves manquements sur ce plan-là, c'est-à-dire que les logements sont mal attribués. On a un certain nombre de logements qui sont disponibles et qui sont distribués à des gens qui manifestement ne devraient pas y être. Tout récemment, Martin Hirsch, qui est le dirigeant de l'AP-HP, donc les hôpitaux de Paris, a révélé que sur les 11 000 logements qu'a
appartiennent à la PHP, il y en avait un certain nombre, et un nombre même important, qui étaient occupés par des gens qui n'avaient aucun lien, mais absolument aucun lien avec la PHP, alors qu'il y a des besoins criants de logement pour les infirmières, les médecins de la PHP. Donc on est dans un système qui est un peu bizarre, et on voit aussi par exemple que la construction, notamment en région parisienne, de logements sociaux, elle se fait plutôt à destination, disons, des locataires cadres. Parce que vous savez... pour les logements sociaux. Pour les logements sociaux, oui. Ouais, Alors que les besoins sont à 70% sur du social et très social. Alors justement, vous prenez ce chiffre de 70%, on estime que 70% de la population française peut prétendre à un logement social. Il y a différentes catégories, vous ne payez pas tous le même loyer modéré en fonction de vos revenus. Donc faut aussi, le logement social concerne une énorme majorité de Français aujourd'hui. Ça va même très loin. Oui. Ce qu'on a vu sur le reportage de Capital sur M6, là, qui est passé sur la mairie de Paris, quand même, qui dénonçait pas mal de choses, et notamment sur ces modes d'attribution, qu'un couple avec 2 enfants peut bénéficier d'un logement social à Paris avec un salaire de 8 300 € net par mois. Ça fait quand même réfléchir. Les privilégiés qui s'incrustent, il y a quand même beaucoup, il y a des élus qui en profitent, il y a vraiment des abus dénoncés dans le domaine. Oui, alors encore une fois... Et là encore Yann Brossat Non, mais je vais encore une fois me faire l'avocat du diable. Je suis désolée Olivier, mais à un moment donné, ils ne payent pas aussi le même loyer qu'un couple qui gagne beaucoup moins. Oui, mais il y a des besoins. Il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux de logement social. Il y a le PLAI, le PLUS et le PLS. Le PLS, c'est vraiment pour des cadres moyens. Le PLAI, c'est vraiment pour des gens qui sont dans le besoin et qui gagnent, par exemple, pour un célibataire, moins de 1 200 € par mois. C'est vrai que quand on est sur Paris ou la région parisienne, c'est difficile. C'est difficile. Eh bien, il y a 70% des besoins qui sont concentrés sur ces catégories-là. Or, il y a à peu près 70% de la construction qui se fait à destination des ménages moins modestes. Donc là, il y a quand même un petit problème, puisque c'est l'argent public. Oui, mais parce qu'après, c'est un enjeu de mixité sociale aussi. Et derrière, d'ailleurs, je vous parlais de la loi SRU, mais je crois que ça sera un projet de loi qui sera à la fois consacré à la loi SRU et à la nécessaire mixité sociale. Parce que maintenant, ils construisent des logements où ils mettent justement une seule de ces catégories de ceux qui peuvent bénéficier de ces logements sociaux. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mixer un peu tout ça. Mon Dieu, mais on découvre tout ça, mais ça fait des années que ça... Bien sûr, mais... On va nous dire, l'année prochaine, on va s'en occuper. Enfin, alors, c'est l'éternelle question d'ailleurs au passage. Est-ce qu'il vaut mieux être propriétaire ou locataire? Est-ce qu'il vaut mieux décider de devenir propriétaire ou rester locataire? Eric, cette semaine, vous nous présentez le portrait type de l'investisseur immobilier. À quoi il ressemble l'investisseur immobilier moyen? Écoutez, il ressemble, il a 41 ans, il gagne 67 500 € en moyenne. Il est brun, il est blond, Voilà. Les grands, petits... Non, on voit qu'il a la quarantaine de toute façon, qu'il appartient plutôt à, disons, à la classe aisée, sans être vraiment très riche, qu'il fait un investissement moyen de 160 000 €, 190 000 € en Île-de-France, et qu'il achète un appartement de 41 mètres carrés. Et pourquoi il l'achète? Pourquoi aujourd'hui ceux qui achètent décident de passer à l'acte? Qu'est-ce qui les motive? Alors quand il achète dans le neuf, la motivation première, là maintenant on en est sûr, c'est les impôts. Aujourd'hui, quand on achète un appartement neuf pour le louer, on bénéficie d'un certain nombre de dispositions, le Pinel notamment, qui permet d'économiser sur le long terme jusqu'à un peu plus de 60 000 € d'impôts. Et ça, c'est un critère, mais c'est pas le seul. Hein, c'est la motivation première, 71%. Si c'est uniquement ça, il fait une mauvaise affaire. Exactement. Mais on s'aperçoit que ceux qui achètent du neuf, c'est à 71%, mais c'est seulement 16% pour ceux qui achètent de l'ancien. Et donc ceux qui achètent de l'ancien, seulement 16% le font pour la fiscalité. Pour la fiscalité. Alors que dans le neuf, 71% le font pour la fiscalité. Donc c'est le ticket d'entrée et la possibilité de bénéficier du Pinel qui est le motif premier d'achat de neuf. Et c'est quoi les autres motifs? Les autres motifs, eh bien, c'est la préparation de la retraite. Et là, la proportion s'inverse, c'est-à-dire que 54% des acheteurs dans l'ancien en font leur premier argument, alors que 40% seulement des acheteurs de le neuf. Donc on voit que il y a des finalités complètement différentes et ça va se déboucler sur la durée de conservation, puisque en fait ceux qui achètent de l'ancien ont l'intention aussi de le transmettre à leurs enfants, alors que ceux qui achètent du neuf n'ont pas cette intention-là. Pas avec Olivier maintenant, où on pourra louer aussi aux ascendants descendants. Et puis coup de chapeau quand même aux investisseurs dans le privé, notamment dans le neuf, c'est quand même grâce à eux qu'on peut construire aussi des logements, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est aussi au-delà
d'acheter dans le neuf, c'est quand même une bonne action au départ. Vous savez que c'est aussi pratiquement les premiers constructeurs de logements sociaux, les investisseurs dans le neuf. Puisque, en fait, quand on construit un immeuble, aujourd'hui, on en réserve à peu près 30% pour le logement social. Et s'il n'y avait pas cet apport des investisseurs et des acheteurs dans le neuf, on n'aurait pas des chiffres qui sont globalement assez bons pour la construction. Alors vous le savez, dans Intégral Placement, chaque jour, on apporte des conseils, des astuces à nos auditeurs, nos téléspectateurs pour leur permettre de réaliser leurs rêves, pourquoi pas leur achat immobilier. Olivier, est-ce que c'est un bon plan de passer par les ventes aux enchères des notaires? Oui, c'est pas mal. En tout cas, c'est transparent, il y a des séances publiques, il y a vraiment de tout. Alors on trouve des villas pas possibles, comme des petits appartements, des belles maisons, des châteaux, certains sont en ruine, même des parkings. Un peu tout, c'est vraiment très intéressant, il y a des opportunités. Il faut savoir qu'il y a quelques jours a été publié le bilan du premier semestre des ventes aux enchères immobilières des notaires, et c'est assez intéressant, c'est un bon cru par rapport aux années précédentes, à l'image de la reprise des transactions constatées dans l'ancien. On a noté que notamment le bien le plus cher a été vendu dans le 15e arrondissement à Paris. Alors c'est une maison qui est située dans le quartier Saint-Lambert, rue Santos-Dumont, tout près des commerces. Alors c'est une maison de ville, un étage, surface 237 mètres carrés, 2 pièces, une cheminée, un petit jardin, sans vis-à-vis. Une maison qui a été mise à prix 700 000 € et finalement elle a été adjugée un peu plus d'1 million d'euros. Voilà. En tout cas, lors de ce premier semestre, il y a eu de bonnes affaires toujours à Paris, puisque quelques exemples. Un studio 20 mètres carrés dans le quartier de la Butte aux Cailles, dans le 13e, mise à prix 115 000 €. C'est vendu 120 000 €. C'est pas cher. Hein. On a dans le quartier Butte aux Cailles, oui. Butte aux Cailles, je suis d'accord, mais 20 mètres carrés, Guillaume, quand même. Bon, dans le quartier du Jardin des Plantes. Par rapport aux 20 mètres carrés, c'est pas cher. Alors, dans le quartier du Jardin des Plantes, dans le 5e, dans un immeuble haussmannien, construit en 1900, un appartement de 51 mètres carrés, proposé au départ 330 000 €, c'est vendu 340 000 €. Ça, c'est bien. Voilà, on a des 3 pièces à Levallois, mise à prix 184 000, vendu 186 000. Donc il faut ouvrir l'œil, il y a souvent des opportunités. Le principe des enchères, évidemment, ça peut monter très vite. Il y a des ventes même très spécifiques au chronomètre, à la bougie. Il faut y aller une première fois pour sentir un petit peu et retourner après. La prochaine vente aux enchères à Paris. Dites-le nous qu'on le note. Alors, c'est le mardi 29 septembre au Châtelet, rue Victoria, Chambre des notaires de Paris. Il y aura des villas mises en vente pour Marie qui souhaite acheter une villa. Oui, il y aura j'ai besoin d'être subventionné à Paris, à Boulogne-Billancourt et à Courbevoie, notamment. Éric, vous, votre conseil pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, votre conseil ou votre mise en garde d'ailleurs, ça peut tout être. Moi, j'ai envie c'est un coup de gueule en fait, parce que en écoutant une radio il y a quelques jours, j'ai été un petit peu surpris parce que c'est à propos des certificats d'économie d'énergie. Dont on peut profiter, oui. Oui, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais depuis 2006, on a la possibilité, quand on fait des travaux chez soi, de recevoir une prime. Cette prime, elle est payée en fait par ceux qui créent de la pollution à travers de la distribution ou de la production d'énergie. Ce sont donc les distributeurs, Total, ce sont les producteurs, EDF, GDF, et ce sont aussi certains distributeurs qui peuvent être, par exemple, Intermarché, parce qu'on ne le sait pas, mais Intermarché est un des premiers distributeurs de carburant en France. Et donc, ils sont obligés de contribuer à une certaine hauteur à cette pollution qu'ils contribuent à créer. Et donc, en tant que consommateur, on se dit, c'est très bien, etc. Mais il y a un système qui me paraît un petit peu vicié. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des distributeurs qui peuvent être Auchan, qui peuvent être Leclerc, qui peuvent être d'autres, qui proposent de s'occuper de tout. Donc cette prime, c'est très bien. Vous faites des travaux d'économie d'énergie. On vous propose de vous mettre un chèque. Alors moi, j'ai regardé, par exemple, je veux faire isoler 120 mètres carrés de toiture alors que j'ai une chaudière à gaz. Je suis à Paris, en région Île-de-France. J'ai droit à 828 €. Très bien, c'est pas mal. Pas mal, oui. Je suis dans le Finistère, je fais exactement les mêmes travaux, j'ai droit à 684 €. C'est un peu moins, mais c'est quand même pas mal. Donc c'est quand même de l'argent. Et ces distributeurs, Auchan par exemple, le proposent. Ils se chargent de tout. Voilà, mais à la fin, au lieu de vous le verser directement sur votre compte, ils vous le versent sur une carte qui va vous servir à payer vos achats, à acheter vos cornichons et à pousser votre caddie. Donc, moi, je trouve que c'est un petit peu
absurde de dire on va vous aider, on va vous donner une prime qui est pour l'environnement et puis finalement que ça serve à acheter. En même temps, vous l'aurez utilisé comment cette prime? Mais justement, on pourrait acheter des vélos, je sais pas, des vélos pour circuler sans utiliser sa voiture. Enfin, il y a d'autres utilisations que. En plus, si vous vous en servez pour acheter du bœuf, le bœuf c'est polluant. Attention. Exactement. Wow. Et puis c'est surtout le principe de circuit fermé, c'est-à-dire que Auchan qui va distribuer du carburant va être obligé de contribuer à cette CE et du coup va récupérer l'argent qui est obligé de donner à travers ses marges de distribution. Donc il y a quand même un système qui est vicié là-dessus. Bon, bah voilà, ça c'est votre coup de gueule de la semaine. C'est le fonctionnement de ces certificats d'économie d'énergie. Olivier, un dernier mot sur l'investissement à l'étranger, parce qu'on a pas mal d'auditeurs qui nous demandent comment faire pour investir à l'étranger. Marie nous disait que la ville la plus rentable au monde, la grande ville la plus rentable, c'est Chicago, 10% de rendement. Oui, alors vous là, avez envie d'y aller, vous? Oui, on va dire oui, d'accord. Alors là, c'est en fait, c'est un coup de cœur, c'est un vrai coup de cœur. Là, c'est pas au niveau de la rentabilité, mais c'est justement tout ce qui se passe avant, parce que beaucoup d'investisseurs, effectivement, se posent la question d'acheter au soleil en vue de la retraite. Alors, en se demandant avec investir pour 200 000 euros, 300 000 euros. Alors, sur la somme d'argent, on peut visualiser. Maintenant, il faudrait savoir la fiscalité, les droits des pays, s'il y a des taxes à payer lors d'une vente. Le cadastre est très clair. Non, mais c'est hyper complexe. Il y a un vrai intérêt, puisqu'il faut savoir qu'en Europe, il y a 2,5 millions de propriétés immobilières qui appartiennent à des personnes qui résident dans un autre État que celui où se trouve le bien. Alors bravo, moi je dis bravo, il y a une initiative, il y a un site internet qui s'appelle j'achètemonlogement.eu, comme Europe, initiative des notaires européens, qui répond à la question comment acheter un bien immobilier en Europe dans 22 pays. Il y a 22 drapeaux. Alors question du type, ça va de la préparation, le financement, la signature du contrat, les garanties, l'exécution du contrat, la remise des clés, la possession du bien. C'est une mine d'informations, c'est très très utile, et il faut savoir à titre d'exemple, dans la plupart des cas, la remise des clés, elle se fait au moment de la signature. Il faut savoir, par exemple, en Grèce, on peut convenir d'une autre date pour la remise des clés, soit avant la vente, souvent, lors de la signature, quand il y a pas mal de choses. En tout quand il y a les clés, ouais. C'est très utile, très intéressant, très didactique. Voilà, j'achètemonlogement.eu. Super. Merci messieurs, c'était le club de la presse IMO, messieurs dames, Marie Cœur de Roy, notre experte immobilier sur BFM Business. Merci. Éric Tréguier du magazine Challenge et Olivier Marin, Explorimo, Le Figaro. On vous dit à bientôt.